Donc bonjour à tout le monde, merci d'avoir rejoint le webinaire pour discuter des déploiements récents en République démocratique du Congo pour Ange, ainsi que pour la PECIMA. On est très content de vous avoir tous. Il y a un programme assez chargé. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on garde les vidéos off et on garde les micros off aussi, autant que possible, de façon à ce que l'on ait un son approprié pour tout le monde et que ce soit bien compréhensible. Je vais vous présenter, je vais vous introduire la session et vous allez voir, il y a plusieurs facilitateurs dans cette session. Je vous propose d'utiliser le chat box de façon à ce que vous puissiez poser des questions pendant la présentation et on aura un temps de questions à la fin de la présentation. OK? Donc, pour commencer, je ne sais pas, Andy, est-ce que can you give me control? Excusez-moi, j'ai Andy avec nous derrière qui m'aide pour la présentation. You just need to start sharing. Ah, share screen. There Yes. you go. Thank you. There's still somebody who has their video on. I think they've now put on their headset, so maybe they can ask them again. Yes, I'm going to then do that in a minute. Oh, perfect. Thank you. Thanks. Ok, est-ce que tout le monde peut voir le screen? Bonjour, oui, c'est bon, Kananga. Très bien. Et est-ce que vous avez la présentation alors? On parle là-bas chez vous. Hein. Moi, j'ai plus la présentation. Oui, c'est bon, la présentation à Kananga. Ok, super. Allez, si on peut le faire. Alors, je vous demande 2 minutes parce que moi, par contre, j'ai plus la présentation. Non, non, c'est elle qui me parle. En attendant que j'arrive à trouver une solution pour la présentation, est-ce que je peux rappeler je rappelle aux participants qui n'ont pas leur micro off de le mettre en off parce que je m'entends parler. Alors, mettez vos vidéos off et vos micros off, s'il vous plaît. Vous avez un bouton en bas à droite. Est-ce que vous les voyez? Les boutons en bas à droite de l'écran pour mettre vos micros off. Je vois Amina, vous êtes encore avec votre micro ouvert. Et merci pour Kitsuemi d'avoir mis son micro off. Ok, parfait. Alors, nous allons commencer. Andy, can you put the second slide, please? Thank you. Alors aujourd'hui, pendant ce webinaire, je vais très rapidement parler des objectifs et vous expliquer ce que c'est que le Tech RRT. Ensuite, vous allez avoir une petite présentation avec le contexte du déploiement en RDC, les présentations du déploiement en PECIMA et en Ange en urgence. Et à la fin, nous allons avoir un petit peu de temps pour une discussion ouverte. Alors, pour
Les objectifs du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager la discussion sur la situation dans le pays. L'idée, c'était aussi de partager les informations que les staffs qui ont été déployés dans les missions Tech à RRT ont pu récolter sur le terrain. Et ensuite, le dernier objectif, c'est d'améliorer le suivi du travail des déploiements et partage d'informations, hein, évidemment. Donc moi, je m'appelle Charlotte Deslois, je suis conseillère en nutrition humanitaire et je travaille chez Save the Children. Je suis basée à Londres et j'interviens dans le cadre du consortium Tech RRT. Et nous avons trois autres personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Nous avons Amina Bangana. Amina, j'espère que vous êtes en ligne. Vous êtes spécialiste en nutrition pour la région du Kasaï et vous travaillez pour l'UNICEF. Nous avons Michelle Gorgen. Bonjour. Bonjour Amina. Nous avons Michelle Gorgen, qui est conseillère PESIMA et qui fait partie des staffs Tech RRT et qui travaille pour IMC. Bonjour Michelle. Michelle doit être en mute, je pense. Et la troisième présentatrice. Bonjour, merci. Bonjour Michelle. Et la troisième présentatrice est Farah Afahani, qui est conseillère Ange U et qui a été déployée en tant que Tech RRT et qui travaille avec nous chez Save the Children UK. Alors pour commencer, une petite clarification, et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce mécanisme, mais qu'est-ce que le Tech RRT? Donc c'est un mécanisme de réponse rapide et technique qui soutient le travail collectif dans le cadre des urgences nutritionnelles. Donc RRT, ça veut dire Rapid Response Team, donc équipe de réponse rapide en français. C'est un consortium d'ONG qui regroupe Intermedical Corps, qui regroupe Action contre la faim et Save the Children. Et ce consortium est pour le moment géré par Intermedical Corps avec l'aide de Andy Kendall, qui est ma collègue qui est derrière mais qui nous entend, qui est avec nous et qui parle pas suffisamment français pour faire cette présentation, mais qui soutient tout ce processus. Thank you, Andy. Le financement du Tech RRT est fourni par USAID et le mécanisme, évidemment, travaille en collaboration avec le Global Nutrition Cluster et UNICEF. Tous ces acteurs se mettent ensemble pour décider et coordonner les déploiements des différents staffs. Un point important, c'est de savoir que le mécanisme de réponse est un mécanisme collectif qui peut répondre soit à un besoin de l'ensemble du secteur, soit à un besoin d'une organisation individuelle. Le financement, les différents types de spécificités. Nous avons des staffs Ange dans l'urgence, des staffs pour la PESIMA, des staffs, je crois que c'est une personne à chaque fois, et une personne pour tout ce qui est évaluation. Il y a une personne, en ce moment le poste est vacant, pour le changement des comportements aussi. Et l'objectif de tout ce soutien technique, c'est d'améliorer les réponses nutritionnelles dans le cadre d'une urgence dans un pays donné. Donc on déploie des conseillers techniques et on apporte ce soutien technique à distance aussi. Voilà, je vais passer la parole à Amina et pour le contexte dans le cadre de la RDC. Amina, c'est à vous. Amina, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez remis votre micro? Ah, ok. Allô? Voilà. C'est bon maintenant? On vous entend, oui. Allô? Ok. Je suis ici avec ma collègue. Je suis ici avec ma collègue Rosette, ma collègue
Rosette et nous avons également des collègues partenaires World Vision et nous avons également des collègues qui sont connectés dans les Kasaï, d'autres provinces du pays, les Kasaï. Alors, ce territoire, et c'était au départ un problème. Le conflit a démarré dans les Kasaï en août Amina, 2016, rapidement, dans un seul pic. Amina, C'était au départ un premier, mais qui s'est excusez-moi Amina, est-ce que vous m'entendez? rapidement, et on a connu un pic d'avril 2017 avec des grands mouvements de langue. Allô? Allô? Oui? Oui? Le son n'est pas très bon, Amina. Peut-être que c'est votre connexion. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de garder juste le son et enlever la vidéo. Le son n'est pas bon. Je peux continuer? Allez-y. In office. De garder juste le son. Et là, j'ai enlevé la vidéo. Ok, merci. Donc, je reprends rapidement. Je disais que le conflit a démarré dans la région des Kasaï, dans la région un seul territoire, en août, et par un simple problème coutumier qui s'est répandu comme une le conflit a démarré dans la région des Kasaï par un seul. D'accord. Alors, ensuite, on a connu des pics de ces conflits. Mais il y a des problèmes politiques qui avril à mai 2017. Amina et Rosette, ainsi que Willy, vous êtes, voilà, essayez de vous mettre en mute et la seule personne qui parle doit avoir son micro ouvert parce que sinon ça fait des échos dans la présentation. Donc vous avez parlé du conflit aggravé. Est-ce que vous pouvez continuer? Ok, voilà. Donc, je continue là où je m'étais arrêtée pour ne pas perdre du temps. Et le conflit s'est donc élargi à d'autres localités de la province. Et on a connu les pics de ces conflits d'avril à mai 2017 avec de massifs déplacements de population, comme vous pouvez le voir sur la carte de la RDC. Donc, ça a pris également d'autres provinces de la région des Kasaï. Alors, donc ce conflit a occasionné une aggravation de la situation qui était déjà assez précaire. Donc, ce qui fait que les enfants qui étaient déjà vulnérables étaient plus exposés à une situation de morbidité, comme le présente la situation de la cas de la malnutrition aiguë sévère. Vous voyez qu'on a jusqu'à 3% de malnutrition aiguë sévère, ce qui nous amène à 1,2 million d'enfants si on doit considérer le retard de croissance. Alors, par rapport à tout ce qui concerne les enfants affectés, si on le rapporte à la RDC, les caseloads pour la malnutrition aiguë sévère pour la région des Kasaï était estimé à 24% des caseloads globaux, soit environ 770 000 cas de masse, cas de malnutrition aiguë, avec 400 000 cas sévères.
Alors, avec l'aggravation de ces conflits, on a eu beaucoup de familles qui étaient vraiment vulnérables, et les femmes et les enfants qui ont dû se faire violence, faire des déplacements dans les forêts pour développer des mécanismes de survie. Et ceci a entraîné une augmentation de la mortalité et de la morbidité infantile. Alors, comme vous voyez sur la carte de la malnutrition, vous voyez qu'il y a beaucoup de localités qui sont déjà dans une situation très critique. Et ceci nous a amené au niveau du pays à demander le besoin d'accroître les services de prise en charge de la malnutrition aiguë pour répondre rapidement à cette crise, mais également adresser tout ce qui concerne la prévention, notamment l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, dans le contexte de l'urgence. Alors, c'est ainsi qu'on a eu à faire une demande concernant le Kasaï, parce qu'avec la crise, il y a eu une augmentation très importante des besoins qui étaient déjà très, très, très grands avant même que la crise n'éclate dans la région. Il faut également noter que dans ce contexte, on avait très peu de partenaires qui intervenaient dans la nutrition et dans la région au moment où la crise vraiment prenait de l'ampleur. C'est ainsi que pour la demande d'appui au RRT, on s'est plus focalisé, la RDC s'est plus focalisée sur l'appui technique opérationnel et avec un focus sur la qualité du traitement, du suivi et également le counseling. Donc, au lieu de se focaliser sur tout ce qui est planification. Donc, voilà de manière succincte le contexte dans lequel nous avions eu à faire appel au mécanisme RRT pour nous accompagner, pour au mieux adresser la crise dans la région des Kasaï. Merci. Merci beaucoup, Amina. Je vais maintenant passer la parole à Michel. Michel, est-ce que vous arrivez à prendre le relais de la présentation d'Andy? Oui, oui, je vais prendre. Ok, ça Juste marche. une minute. Merci, Michel. À votre tour alors. Ok, merci. Une minute. Ok, ça va avec le screen? Tout le monde peut voir? Très bien. Ok, merci. Donc, encore, je suis Michel et je vais parler un peu à propos des activités qu'on a fait pour développer un cadre d'assurance de qualité pour le PCMA et le renforcement des capacités au niveau des UNTI. Donc, la date de la déploiement, c'était de 13 février au 27 mars. On a visité Bujimaï et Kananga. Et le plus grand objectif, c'est de renforcer la capacité de PCMA. Et sous ça, il y a deux activités. Un, c'est d'élaborer un cadre d'assurance de la qualité. Et la deuxième activité, c'est de renforcer la capacité technique au niveau des UNTI. Donc maintenant, je vais parler à propos des deux activités à part. Donc, pour la première activité, c'est la définition d'un cadre d'assurance de qualité pour la PCMA. On a effectué les visites au site au début. On a visité les UNTI, les UNTA pour vraiment voir la capacité, qu'est-ce qui se passe au niveau des UNTI et UNTA, quelles sont les forces, quels sont les défis. Et après ça, on a fait un atelier pour voir les résultats de ces visites au site des UNTI et UNTA et de vraiment développer un cadre d'assurance de qualité. Pour les visites, on a fait une qui est composée de 35 UNTI et 9 pour les UNTA. Et on a 8 thèmes pour le présent et il y a plusieurs questions par chaque thème. Ça veut dire que on résout bientôt. Le résultat serait pour les 8 ici. Le service, ça veut dire qu'il s'agit de référence. Le critère d'assignation, pour supervision sportive et hygiène.
On a visité un total de 11 sites, 5 sites autour de Bujimayi et 6 sites autour de Kananga. On a visité 5 UNTI et 6 UNTA. Et voilà le résultat ici. Tu peux voir en bas tous les thèmes. C'est les admissions, le protocole nutritionnel et médical, le registre et les rapports, les intrants, Ange et l'éducation nutritionnelle et hygiène. Et le bleu, c'est Bujimayi, le rouge, c'est Kananga, et le vert, c'est global. Et tu peux voir, il y a beaucoup de force. Sauf que Ange, chaque marque est plus que 50%. Et ça veut dire qu'il y a déjà une bonne base de capacité au niveau de la PCMA ou UNTI. Et donc, on a découvert dans chaque UNTI, il y a quelques personnes qui ont été formées depuis ça. Pour le stock, les dépôts ont été en bon état, il y a beaucoup de force. Le registre et les rapports ont été là, avec un peu des erreurs, mais ça existe et ils sont là. Et l'hygiène, presque tous les UNTI ont les latrines et les points d'eau. Et donc, il y a bien sûr les défis. Il y a 2 thèmes avec les gros défis. Au début, c'est le protocole nutritionnel et médical. On a découvert beaucoup des manques de compréhension de la mise en œuvre de la protocole national de la nutrition. Ça veut dire que comment fabriquer le F100 et F75, comment faire la transition entre F75 jusqu'au F100, jusqu'au le Plumpy. Il y a une faible compréhension de l'admission pour le traitement des enfants moins que 6 mois. Il n'y a aucun système pour la gestion de stock. Et il y a un manque presque totalement les counseling Ange et l'éducation nutritionnelle au niveau des UNTI. Et voilà, ici c'est le résultat de site au niveau des UNTA. Et encore, tu peux voir, il y a beaucoup de force. Les marques, c'est vraiment en grande partie très bon. Tout, c'est plus que 50%. Au début, les relais sont là et ils ont bien fait le dépistage. Au moins qu'une personne a été formée en PCMA à chaque UNTA. Et tous les UNTA ont dit qu'ils ont reçu les visites de supervision. Et les IT a dit que c'est vraiment utile, les visites de supervision. Et ça, c'est vraiment encourageant. Il y a les latrines et les points d'eau, et il y a tous les relais communautaires fait bien le dépistage actif, comme ça. Et bien sûr, il y a un peu de défi. Tu peux voir ici, au niveau des intrants, ça c'est le plus bas, les marques plus bas dans les visites au site. Il n'y a aucun système de demande de stock. Il y a une rupture des intrants fréquentes. Il y a une compréhension limitée de la critère de référence au niveau des UNTI et UNS. Et il n'y a pas de critère de sortie en absence de UNS, pas systématisé. Et aussi, bien sûr, il y a un petit problème avec l'implication du protocole. Donc, après on a ces résultats, on a fait un atelier pour tous les partenaires qui travaillent à PCMA pour développer le cadre d'assurance de qualité. Le but de ce cadre, c'est de vraiment standardiser les activités de PCMA pour assurer que tous les partenaires sont alignés dans l'approche de mise en œuvre des activités PCMA. Et les activités seront utilisées pour planifier et surveiller toutes les choses de PCMA. Toute la mise en œuvre de la PCMA, tout le suivi de la PCMA. So, on a fait un atelier de 1 jour, je pense, 1 ou 2 jours pour développer ce cadre. Et ce cadre a un but et 4 objectifs. Le plus gros but, bien sûr, c'est de contribuer à une réduction de la mortalité des enfants moins que 5 ans et établissant les normes de qualité pour les activités de PCMA. Et pour faire ça, on va mettre en œuvre les normes de programme PCMA définies par le Protocole national de Congo et les normes sphères. Et cette cadre d'assurance de qualité va contenir les activités pour assurer que tout le programme PCMA respecte les normes de qualité dans la région de Kasai, assurer que tous les partenaires sont alignés et satisfiés le niveau de qualité désiré pour le PCMA, et avoir une checklist d'évaluation et des indicateurs à suivre tous les 6 mois pour bien suivre les activités PCMA. Donc, cette cadre, ce n'est pas de remplacer les checklists de la supervision ou les rapports comme ça, c'est juste un outil de vraiment faire le suivi des activités PCMA.
Et donc, comment est-ce qu'on a fabriqué cette cadre d'assurance de qualité? On a voir les composantes de PCMA. Tu peux voir dans le grand cercle ici, il y a les composantes de PCMA. Il y a les UNTI, les UNTA, les UNS et le partir de la communauté où ils ont fait le dépistage actif et les suivis de les cas qui fait le traitement au niveau des UNTI, UNTA et UNS. Et on a demandé les participantes pendant l'atelier qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour assurer que toutes les composantes de PCMA dans cette grande cercle-là fonctionnent très bien. Et ils ont déterminé qu'il y a 9 sujets très importants d'assurer que les composantes de PCMA fonctionnent bien. Et les 9 composantes, c'est la gestion de stock, le système de référence, le dépistage et visite à domicile et sensibilisation communautaire, ANGE, un système de reportage, l'application du protocole national de nutrition, le suivi, supervision et coaching au service, hygiène et coordination motivation. Et ça veut dire que quand chaque petit cercle dehors, ça fonctionne bien, le programme PCMA va bien réussir. Et dans l'atelier, on a détaillé les activités dans chaque 9 thèmes-là pour assurer que le système est là, les étapes sont en place et tous les partenaires peuvent être alignés. Donc, l'application et mise en œuvre de cette cadre d'assurance de qualité, c'est un outil qui détaille les process pour réaliser les activités PCMA de haute qualité dans chaque thème. Et après, on a développé le cadre, mais l'équipe au niveau de la CASAI a besoin de piloter la checklist et apporter les modifications nécessaires à la checklist et le cadre. Les partenaires devraient collecter les informations sur les indicateurs tous les 6 mois. Et le cadre devrait être intégré à tous les plans annuels pour Pronanut, pour le BCZ et au PCA des partenaires. Donc, ça, c'est le détail sur le cadre d'assurance de qualité. Et la deuxième partie de cette TDR est de vraiment travailler avec les partenaires pour élaborer un cadre de renforcement de capacité au niveau des UNTI. On a vu il y a beaucoup de défis pour le traitement au UNTI et comment est-ce qu'on va augmenter la capacité chez les infirmiers au niveau des UNTI pour améliorer la qualité. On a fait ça par faire une formation de renforcement de capacité au UNTI. Donc, on a fait une formation de 3 jours à Kananga pour 16 participantes. Et les participantes, c'était les partenaires, le BCZ et Pronanut. Et on a inclus les gens qui effectuaient la supervision régulière dans le centre de santé. Ça veut dire qu'ils visitent chaque UNTI et UNTA chaque mois. Et ils peuvent faire le coaching et ils peuvent faire la supervision par rapport à toutes les choses qu'on a appris dans cette formation chaque mois. C'était facilité par Pronanut, 2 personnes, et le Tech RRT. Il y a 5 objectifs de cette formation. C'est d'examiner et discuter les résultats de visite au site à l'UNTI et noter les forces et défis. On a passé beaucoup de temps sur la formation technique sur les défis observés lorsque les visites au site. C'est PCMA et pour le traitement de masse pour les enfants moins que 6 mois. Apprenez la pratique de coaching. Ça, c'est d'augmenter la supervision. C'est pour assurer que les visites aux supervisions sont trop efficaces. On a visité ensemble une UNTI pour pratiquer le coaching et améliorer les défis rencontrés. Et après ça, on a élaboré les activités pour renforcer les capacités au UNTI. Merci beaucoup. Et les étapes pour le renforcement de capacité, on a déterminé qu'il y a 5 étapes qui sont nécessaires pour assurer que la bonne qualité de traitement au niveau des UNTI. Ça, c'est bien sûr la formation et recyclage, la supervision régulière avec les techniques de coaching qu'on a appris pendant la formation, un échange d'expérience entre peut-être la zone de Bujimayi ou Lomami et les autres zones dans le Kasaï, une collaboration entre les partenaires pour fournir tous les services matériels et intrants, et participation aux réunions mensuelles des IT à la BCZ. On a découvert il y a chaque mois les réunions mensuelles avec tous les IT qui vont au BCZ
et c'est une bonne opportunité de vraiment faire une petite séance par rapport de la PCMA. Et donc, je pense que ça, c'est un peu bref, mais c'est les activités pour le cadre d'assurance de qualité et d'augmenter la capacité au niveau des UNTI. Et maintenant, je vais donner la parole à Farah, qui va parler un peu à propos de l'ANGE. Merci Farah, tu Michel es pour là? la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je vais maintenant vous parler du deuxième déploiement qui a eu lieu en RDC pour la région du Grand Kasaï et qui était concentré sur l'alimentation du nourrisson et jeune enfant en cas d'urgence. Le déploiement était de 6 semaines, entre 16 avril et 25 mai. L'objectif principal du déploiement était de renforcer la réponse Ange en urgence dans la région du Grand Kasaï, ceci en offrant et un support technique et un renforcement des capacités techniques au niveau du gouvernement, des organisations non gouvernementales locales et internationales. Les résultats attendus de cette mission ou de ce déploiement étaient, un, de renforcer les capacités techniques, surtout sur le counseling Ange, deux, de développer un paquet de réponses minimum en Ange en urgence pour la région du Grand Kasaï, avec une composante intégration avec les activités de PAM, fournir un système simple et rapide de suivi et évaluation et un plan d'action pour la mise en œuvre du paquet de réponses. Quelques mots sur le contexte Ange en RDC au niveau de la région du Grand Kasaï. L'allaitement maternel est commun, mais l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois n'est pas très rigoureux. Il y a de l'eau, du thé, du sucre, de la bouillie de maïs qui sont introduits à l'âge de 2 à 4 mois. Et aussi, il y a une interruption précoce de l'allaitement maternel due à l'espacement court des grossesses. En ce qui concerne l'alimentation de compléments, et ceci depuis la situation d'urgence, il y a eu une réduction du nombre de repas fournis aux nourrissons et aux enfants. C'était 3 à 4 repas par jour et suite à la crise, c'est devenu 1 à 2 repas par jour. Il y a aussi eu une réduction de la variété des aliments de compléments offerts et des défis dans la préparation des aliments vus, les conditions de vie précaires et le manque d'accès aux ustensiles de cuisine. À la fin du déploiement, on a eu plusieurs résultats, dont 3 formations sur le counseling Ange. Parmi ces formations, il y a eu une formation de formateur. On avait 24 participants des 5 provinces du Grand Kasaï, des participants gouvernementaux et des ONG. 21 parmi ces 24 participants ont été certifiés en tant que formateurs sur le counseling Ange. Ensuite de cette formation, il y a eu une formation des agents de santé, dont les infirmiers titulaires et même des équipes de l'hôpital. On avait 19 participants. Cette formation a été menée par les formateurs qui ont été formés au niveau de la première formation. Ces mêmes formateurs ont aussi mené une deuxième formation avec les relais communautaires et on a pu former 15 relais communautaires sur le counseling Ange. Toutes ces formations étaient basées sur le paquet UNICEF de counseling communautaire pour l'Ange. Un autre résultat de ce déploiement était le développement du paquet de réponse minimum en Ange en urgence pour la région du Grand Kasaï. Ce paquet inclut des recommandations pour l'intégration des activités Ange en urgence au niveau des plateformes des activités du PAM. Aussi, le paquet inclut un système de suivi et évaluation et un plan d'action. Ceci a été fait suite à une série de visites de terrain dans 2 provinces du Grand Kasaï, des visites très similaires à ceux menés par Michel, mais ceci était concentré sur l'Ange en urgence. Les provinces visitées, c'était aussi Kasaï central et Kasaï oriental, Kananga et Mbuji-Mayi respectivement. En plus de la série de visites de terrain, on a aussi fait un atelier d'1 jour avec les partenaires pour développer ensemble le paquet de réponses. On avait 23 participants des 5 provinces du Grand Kasaï, dont 11 participants gouvernementaux provinciaux, un participant gouvernemental central. On a eu la chance d'avoir une personne de Pronanut central nous rejoindre au niveau de Kananga pour aussi participer et co-faciliter l'atelier et les formations.
6 personnes des ONG, 2 de PAM et 3 de UNICEF. Je vais parler un peu plus du paquet de réponses Ange en urgence pour la région du Grand Kasaï. Le but de la réponse, c'est de contribuer à la réduction des taux de morbidité, mortalité et malnutrition parmi les enfants de moins de 2 ans dans le contexte d'urgence du Grand Kasaï. L'objectif de la réponse, c'est de protéger, encourager et soutenir l'alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants à travers des services en urgence de haute qualité et des efforts de coordination efficaces. On a pu, avec les participants, identifier de multiples points de contact. Au niveau du centre de santé et de l'hôpital, il y a plusieurs points de contact avec les mères des enfants de moins de 2 ans et les gardiens des enfants de moins de 2 ans. Que ce soit la consultation prénatale, postnatale, préscolaire, consultation curative à l'UNS, à l'UNTA, à l'UNTI, il y a plusieurs points de contact avec les groupes cibles de la réponse en urgence. Aussi au niveau de la communauté, on a les visites à domicile, les réunions de groupes de soutien, la NAC, la nutrition à assise communautaire, et autres plateformes aussi pour pouvoir faire des services en urgence. On a aussi les campagnes et activités de masse comme les campagnes de vaccination par exemple qui peuvent être considérées comme un point de contact. Les sites de distribution alimentaire, de cash, de blanket feeding et là c'est là où on a essayé de faire un peu de l'intégration des activités en urgence avec les activités PAM et aussi les sites de déplacés bien entendu. En ce qui concerne les interventions clés, on a pu identifier des interventions de priorité Ange et on a pu les classer au niveau correspondant. Alors, je vais juste lister les interventions clés, mais dans le paquet de réponses, vous pouvez trouver un peu plus de détails parce que pas toutes les interventions se feront à tous les points de contact. Par exemple, une des interventions qui se fera à tous les points de contact, c'est le partage d'informations et sensibilisation. Mais ceci ne suffit pas. L'ange en urgence, c'est pas seulement ou simplement un partage d'informations et une sensibilisation générale. Une autre activité, c'est l'évaluation simple et rapide des pratiques ange au niveau de l'individu. Alors, on essaie d'évaluer les pratiques ange de la mère ou du gardien de l'enfant de moins de 2 ans. Et s'il y a des problèmes, on fera la référence au service de conseil ange. Aussi, s'il y a besoin, on fera une évaluation complète et approfondie des pratiques ange aussi au niveau individuel. En se basant sur cette évaluation, on peut fournir à ce moment le counseling individuel sur l'ange, qui a été le sujet des formations dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi les groupes de soutien, des démonstrations culinaires, un soutien pour l'initiation précoce de l'allaitement maternel, un suivi ange des enfants avec des conditions spéciales comme les enfants VIH+, les enfants malades, les enfants malnutris, que ce soit une malnutrition aiguë, modérée ou sévère, et aussi les enfants malnutris de moins de 6 mois au niveau de l'UNTI. D'autres interventions sont la supplémentation en micronutriments, le blanket feeding pour les enfants entre 6 et 23 mois et les femmes enceintes et allaitantes, et enfin, le contrôle des dons et distributions non contrôlées de substituts de lait maternel, qui est aussi une intervention qui doit se faire au niveau de tous les points de contact. Certaines recommandations clés pour le suivi du déploiement sont la validation du paquet de réponses minimum par le cluster de nutrition. C'est vrai qu'on a développé le paquet dans un atelier de façon collective avec les partenaires, mais il serait mieux de valider ce paquet au niveau du cluster lui-même. Ensuite, une fois ce paquet validé, utiliser ce paquet comme base pour toute programmation ange en urgence dans la région du Grand Kasaï. Aussi, une recommandation est de faire la revue et l'adaptation des systèmes de rapportage existants pour inclure toutes les activités ange en urgence, surtout les outils de collecte de données, car dans les visites de terrain, on a remarqué qu'il y avait un manque dans les outils de collecte de données qui ne sont pas nécessairement adaptés aux activités ange en urgence ou dans quelques cas, ils ne sont pas disséminés ou harmonisés partout. Ensuite, continuer la cascade de formation sur le counseling ange qu'on avait déjà commencé durant le déploiement pour tous les prestataires de services au niveau du centre de santé et au niveau de la communauté.
Une sensibilisation sur les messages clés anges du personnel actif sur les sites de distribution alimentaire de cash et de blanquettes pour qu'ils puissent faire une sensibilisation des groupes cibles qu'ils peuvent rencontrer lors des activités de distribution. Aussi, une recommandation est d'établir un mécanisme de rapportage des dons et distributions non contrôlées des substituts de lait maternel. Suivant, s'il vous plaît. Une autre recommandation, oui, merci. Une autre recommandation, c'est de faire le plaidoyer pour l'intégration des activités anges en urgence avec les autres secteurs. On a commencé avec une intégration, avec les activités du PAM, mais aussi il faut utiliser cet exemple pour faire le plaidoyer avec les autres secteurs, comme le secteur de l'eau, assainissement et hygiène, le secteur du protection de l'enfant et les autres. Il faut aussi explorer les opportunités d'intégration avec les activités d'appui psychosocial et faire le lien systématique avec la composante genre. Une autre recommandation, c'est d'identifier un mécanisme de suivi des recommandations de ce déploiement en utilisant soit les plateformes existantes, ça veut dire les réunions de coordination, le cluster de nutrition, ou en créant de nouvelles plateformes, comme par exemple pouvoir créer un sous-groupe spécifique pour l'ange en urgence. Une dernière recommandation, c'est une formation sur la programmation ange en urgence qui est maintenant en cours de discussion entre Save the Children, UNICEF et Pronanut pour peut-être essayer de mener cette formation durant cet été. C'est tout de ma part. On passe maintenant aux questions. Merci Farah. Donc merci Amina, Farah et Michel pour vos présentations très très claires. Je voudrais passer la parole aux participants pour